Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 7, c'est la deuxième saison du magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Jérôme. Salut Antoine, bonjour tout le monde. Et puis ce soir, bien comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, on a un nouvel invité, c'est Christian Doumergue. Bonsoir Christian. Bonsoir Antoine. Salut Christian. Bon, la première fois sur Miasme TV du coup. Ah ben oui, c'est une première, effectivement, ouais. Ouais, ouais. Mm, mm. Mais bon Christian, tu ne nous es pas inconnu et je pense que vous êtes aussi dans le même cas, vous connaissez Christian pour au moins pour Rennes-le-Château, hein, parce que c'est l'un des spécialistes de Rennes-le-Château, et vous êtes immanquablement passé sur une de ses vidéos. Et puis, tu as d'autres spécialités. Et une que moi j'ai découverte bien grâce à Damien, tu sais, de la chaîne La Séance de Minuit, c'est tu es aussi un spécialiste de Monsieur Lovecraft. Très bon livre, voilà, pour ceux qui aiment le sujet. Et très bonne émission aussi que tu as passé que tu as faite avec Damien. Ce côté Lovecraft, tu l'as depuis toujours, on va dire. Toujours, non, c'est une découverte finalement assez récente, hein, il y a quelques années. J'en ai entendu parler depuis toujours hein, de Lovecraft. Hein, quand j'étais lycéen, déjà, il se parlait de Lovecraft. C'était un auteur qui fascinait, mais j'étais passé à côté. Et puis, j'en ai réentendu parler dans les sièges un peu ésotériques qui gravitent autour de Rennes-le-Château, justement. Et ça m'a donné envie de lire ses œuvres. Donc, j'ai fini par acheter ses œuvres intégrales. Et à partir de là, bon, ça a été une espèce de révélation littéraire parce que, enfin, vraiment, il y a quelque chose de très particulier dans son écriture hein, qui laisse quelque chose, hein, qui transforme un peu notre conscience. Et donc, voilà, j'arrivais plus à sortir des œuvres de Lovecraft. J'ai lu les nouvelles les unes après les autres. Et quelques temps après, mon éditeur, par une espèce de synchronicité, m'a demandé si je m'intéressais à Lovecraft. Et c'est lui qui m'a proposé ce projet. Et puis j'ai accepté tout de suite parce que voilà, il y avait un vrai potentiel mystérieux autour de Lovecraft et en faisant des recherches sur lui, bon, j'ai découvert aussi un homme, enfin à la fois touchant, voilà, et puis fascinant sur tout un tas de choses. Hein, son écriture, bien sûr, mais aussi son rapport au passé. Son rapport à la temporalité qui est très très particulier et qui change le regard vraiment sur beaucoup de choses. Ouais. Complètement. Alors malheureusement, on va pas passer une soirée sur ce sujet-là, bien que j'aurais adoré. Peut-être qu'on en programmera une, hein, parce que je suis un grand fan du sujet. D'ailleurs, il y a une île qui est apparue je crois que c'est dans le Pacifique là cet été. Ça m'a d'ailleurs fait penser à cette île de Ridley qui est apparue comme ça en plein milieu de nulle part. Je sais pas si tu as entendu parler. Voilà, c'était la petite info qu'on m'avait envoyée il n'y a pas très longtemps, et c'était assez rigolo. Mais non, ce qui te caractérise surtout, c'est la passion pour le mystère, sous toutes ses formes au final. Et donc si on t'a demandé de venir ce soir, c'est parce que tu sors un nouvel ouvrage qui s'appelle La France codée, et tu as lancé un crowdfunding, hein, un financement participatif, qui se termine dans 3 jours si vous regardez cette émission samedi. Donc ce sera quand ça? Dans 3 jours, 21, 24, c'est ça, le 24 octobre? Autour de ça, ouais. Ouais, ouais, Autour de ça. De toute manière, perdez pas de temps, il va falloir aller directement sur la plateforme, comme ça au moins vous louperez pas le coche. Allez, on va partager la plateforme et puis tu vas nous expliquer en quoi consiste ton livre. Donc, ça se passe sur KissKissBankBank, bon choix de plateforme. La France codée, Tour de France du secret. Donc tu as mis un objectif à 5000 euros, on n'est plus très loin, on est à 1300 euros de l'objectif à aujourd'hui au moment où on enregistre. Samedi il restera 3 jours avant la fin du crowdfunding. Et donc là tu sors un ouvrage à travers ce crowdfunding dans un format un petit peu particulier. Ça ne sera pas le format grand public qui lui sortira en kiosque à partir du 25 novembre, hein, si j'ai bien retenu la date. Là, on est dans un format de luxe. Voilà. Pourquoi tu as voulu faire un format un petit peu parallèle du Alors, pour collectionneur, quoi.
Ouais, c'est un format pour collectionneurs. Alors, l'idée vient pas de moi, hein. L'idée vient de mon éditeur, en fait, hein, Stéphane Chabena, donc, qui dirige les éditions de l'Opportun. Il a eu envie de proposer un format spécial, donc dit version luxe, parce que voilà, il a remarqué qu'il y avait une petite communauté de passionnés autour de mes bouquins sur le mystère. Il y en a déjà pas mal qui sont parus aux éditions de l'Opportun. Et il a eu envie, voilà, de proposer à ce lectorat fidèle, eh bien, un objet un peu particulier, un objet qui va être rare, hein, qui est destiné à être rare, hein, puisque seuls les participants au crowdfunding l'auront. Et c'est donc une version améliorée avec une couverture gaufrée, avec rabat, puis papier en surgrammage, donc meilleure qualité d'impression pour les illustrations qui seront très très nombreuses dans ce livre-là, hein. Et puis avec un marque-page, et en fonction de la contribution qu'on choisit, hein, il y a différentes options de contribution, on a des contreparties supplémentaires. Donc il y a un jeu de tarot qui va être tiré spécialement Exactement, pour pour l'option une Graal, de ces... c'est ça, à 50 Voilà. euros. Bon, c'est Pour celle-ci que je vais prendre, hein, Voilà. je te le dis de suite. Je vais, Ben, merci. je vais la commander juste après notre Merci. enregistrement. Ah bah oui, parce que là, je vois 41 Et, disponibles, ça va vite, vite partir. C'est effectivement, et, on est dans de l'émission limitée là. Mm. Et voilà, de l'édition limitée. Donc celle-là, l'option Graal, en plus du tarot, il y a une conférence, donc qui sera une conférence en distanciel, hein, mais une conférence privée que j'animerai avec les contributeurs de cette option Graal. Et donc, bah, ça me permettra de raconter un peu plus en détail, en fait, l'histoire de ce livre, et puis de donner un peu plus d'informations, voilà, sur la façon dont j'ai fait mes recherches. Voilà, donc c'est un objet rare. En fait, ça reprend un peu la tradition littéraire, hein, des tirages de tête, hein, c'est-à-dire ces livres, hein, qui étaient tirés sur du papier un peu plus prestigieux que le papier commun, et qui, avec le temps, voilà, deviennent des objets de collection, quoi. C'est une Mm. série limitée, donc voilà, j'insiste là-dessus, sachant que la première option à 25 euros, le prix du livre, c'est 20 et quelques euros, donc il y a juste 5 euros d'écart avec la version commune qui sera en vente en librairie. Donc pour la première option, l'option Nostradamus, voilà, l'investissement n'est pas énorme. Non, non, et puis on sait qu'aujourd'hui, de toute Voilà. manière, les livres, c'est ce prix-là. Aujourd'hui, c'est difficile en plus avec le prix du papier de faire en dessous. Mais là, voilà, C'est là, ça. on est sur du papier édition de luxe. Donc, à 25 euros, allez, on va les passer rapidement. Vous avez votre nom et prénom imprimés à l'intérieur. Donc, vous laissez aussi votre trace dans cet ouvrage, plus le marque-page. L'option Templier Mm. pour 29 euros, tu mets une dédicace Voilà. personnalisée. Mm. Alors, ça, c'est du job, hein, parce que Oui. quand il y en a 200 Ça- à dédicacer, c'est Euh, oui, c'est oui, bien. ça va être à la chaîne, là. C'est Mais du ça sera courage. personnalisé Mais pour ça sera chacun. personnalisé, c'est bien. Mm. Option alchimiste, eh bien voilà, la même chose avec en plus, comme tu le disais tout à l'heure, le jeu de tarot. Et en option à 50 euros, l'option Graal. Donc en plus, la, la conférence vidéo. Alors pour la petite dédicace, tu peux me faire un petit Graal en plus sur le dessin. C'est ça, exactement. Et donc les sujets, alors tu abordes combien de sujets Alors, dans cette France en tout, codée? il y a 17 dossiers, hein, donc 17 affaires. Il y en a 15 qui sont françaises, donc situées sur le sol de l'Hexagone. Et puis en bonus, j'ai rajouté, donc pour arriver au chiffre 17, j'ai rajouté deux sites codés ailleurs, un en Italie, un au Portugal. Au Portugal, c'est le palais de la Regaleria à Sintra, qui est un lieu vraiment étonnant, lieu de réunion d'une société secrète qui a été construit entre fin 19e, début 20e. Et c'est un lieu assez saisissant à visiter. J'avais envie d'en parler dans ce livre-là, même si on sort donc de nos frontières. Et quant aux 15 dossiers qui sont vraiment en France, eux, pour le coup, c'est des affaires diverses. Donc évidemment, à tout seigneur, tout honneur, je parle de Rennes-le-Château parce que quand on parle voilà, de codage, de lieux à déchiffrer, eh bien, tout de suite s'impose à nous cette église, hein, de Rennes-le-Château qui aurait été complètement codée par l'abbé Saunière pour en faire une carte au trésor. Et puis, je pars sur beaucoup d'autres lieux de différentes époques. Un lieu fascinant, c'est par exemple le château des Avenières. Là, on est en Haute-Savoie.
C'est un château qui a été aménagé dans les toutes premières années du XXe siècle, construit par une riche américaine, Marie Chilito, et entièrement décoré par son mari, Hassan Dina, et tous deux étaient férus d'ésotérisme, hein, impliqués dans différents groupes ou sociétés occultes. Et Hassan Dina vraiment était plongé dans des recherches hermétiques et il a fait une décoration tout à fait stupéfiante, hein, à partir de lames de tarot, de symboles alchimiques, de symboles qu'il a inventés. On trouve tout ça donc dans la chapelle, hein, qui existe encore de ce château. Les murs sont entièrement couverts de mosaïques. Voilà, ça c'est un autre dossier. Et puis, autre exemple, bon, dans le cours de l'émission, on va revenir sur un, hein, qui est la chapelle du Graal de Tréorintoc. Mais autre exemple, c'est par exemple le château de Dampierre sur Boutonne. Là, on est à la Renaissance avec une galerie entièrement décorée de motifs symboliques, hein, tout le plafond est caissonné et donc il y a 64 images qui ont été interprétées comme des images alchimiques par Fulcanelli, qui en parle dans son célèbre livre Les demeures philosophales. Et dans le livre, ben justement, je vais m'éloigner un petit peu de la lecture de Fulcanelli pour proposer une autre clé de lecture que l'alchimie qui me semble beaucoup plus pertinente dans le cas de Dampierre sur Boutonne. D'accord. Et Donc ce n'est pas que de l'analyse de sujets existants, tu apportes aussi ta propre contribution, tes propres recherches sur le sujet. oui, voilà, sur chaque dossier, et donc il y a plusieurs dossiers qui sont liés à Fulcanelli, hein, j'apporte aussi mon éclairage et ma contre-analyse sur ces dossiers-là. Je reviens par exemple sur l'hôtel L'Allemand à Bourges aussi, hein, qui est un autre lieu un peu mythique, hein, de cette France alchimique. Là aussi, à Bourges, en fait, il y a d'autres clés de lecture que la clé alchimique pour comprendre cette décoration très hermétique. Mais ce qui est certain, c'est que tous ces lieux sont codés. Voilà, il y a un message qui est crypté. Le point commun entre tous ces sites, c'est que incontestablement, leur concepteur a voulu dire quelque chose et il l'a dit de façon symbolique, des fois en utilisant un langage hermétique qui existait avant lui, des fois en le fabriquant de toutes pièces. Et des fois en combinant ces deux éléments, une symbolique déjà existante et puis une symbolique créée pour l'occasion. C'est le cas au château des Avenières, et puis on verra que c'est aussi le cas à Tréorintoc. Et il y a quelques œuvres contemporaines, hein, enfin il y en a deux en l'occurrence, hein, le Monument des droits de l'homme à Paris qui a suscité de nombreuses interprétations, et c'est clairement un monument étrange, mystérieux, énigmatique, qui pose une énigme à déchiffrer, ça c'est certain. Et un monument moins connu qui date de la même année 1989, c'est la place d'Assas à Nîmes, avec là aussi une décoration étonnante avec des carrés magiques, le carré de Sator, mais aussi voilà, des carrés magiques tirés d'ouvrages occultes. On ne comprend pas très bien ce que ça fait là. Et le but du livre, alors voilà, dernier point sur ce livre, hein, le but, c'est pas de résoudre toutes ces énigmes, en fait, c'est déjà d'exposer l'histoire de ces lieux, de présenter certains des symboles et puis de proposer des clés de lecture. C'est vraiment une invitation pour le lecteur. C'est-à-dire que à la fin de chaque dossier, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait la réponse, hein. On a des éléments de réponse, on en a parfois pas mal, mais il y a tout un travail de décodage qui reste à faire. Donc, je donne voilà, des pistes, en fait, et libre au lecteur de suivre ces pistes jusqu'au bout. Le point commun de ces dossiers, en fait, de ces 15 dossiers français, c'est que aucune de ces affaires n'a été résolue. Voilà, c'est ça qui est fascinant aussi. C'est qu'on se trouve face à un questionnement. Je me refuse à apporter des réponses définitives, mais voilà, ce qui me semble être intéressant, c'est que le lecteur eh ben, rentre dans ce jeu-là, qui est un jeu fascinant et très enrichissant, parce que on va naviguer d'une époque à l'autre, d'une culture à l'autre, hein, j'allais dire, hein, parce on va aller sur le symbolisme chrétien, le symbolisme alchimique, la franc-maçonnerie, l'hermétisme, le tarot. Enfin voilà, il y a plein de types de codages qui vont se croiser tout au long de cette étude. Et puis une petite dernière question, 17, le nombre est pas choisi au hasard, je suppose. Non, il n'est pas choisi au hasard. Ouais. Non, il est pas choisi au hasard. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai rajouté dans cette France codée ces deux chapitres portugais et italien pour arriver à 17. Voilà. Non, c'est effectivement pas un hasard.
Dans mon livre L'eau de la Grande Pyramide, j'ai 17 chapitres aussi, Antoine. Ah, toi aussi. Vous aimez bien les chiffres premiers, les C'est ça. investigateurs, je trouve. Mm. Ok. Alors, ben, justement, on va parcourir ensemble un des sujets de ton livre. Donc, je rappelle juste, parce qu'on va changer de page après. Donc, c'est sur KissKissBankBank jusqu'au, je sais plus combien on a dit encore, À jusqu'à 24. partir de mardi. samedi, voilà, il Il reste restera 3 jours à peu 3 près jours. jusqu'à lundi, donc Voilà. il faudra faire vite pour ceux On va faire qui le vite. veulent. Tout à fait, parce que ça sera du collector. Et vous savez qu'après les collectors, ça s'arrache à prix d'or. Donc, autant y participer au moment où ça sort. Et, et donc, ben voilà, on va du coup changer de page et puis tu vas eh bien, approfondir un des sujets de ton livre. Allez, eh bien, on est de retour en Bretagne, cette fois-ci à la chapelle de Tréorentuck. Et peut-être que vous reconnaissez ce personnage. Il me semble que c'est l'abbé Gillard. Absolument, c'est bien l'abbé Gillard. Et donc, l'histoire de l'abbé Gillard et de la chapelle de Tréorentuck, hein, qui est communément appelée chapelle du Graal, c'est un des dossiers que j'ai choisi de traiter dans la France codée parce que voilà, c'est un lieu qui est absolument fascinant. Je dois avouer que la première fois que j'y allais avec une représentation qui n'était pas forcément flatteuse. Je pensais que c'était un lieu un peu touristique, donc j'avais pas de grande attente en fait, hein. Et puis j'ai découvert cette église et j'ai été vraiment saisi parce que c'est pas un lieu touristique en fait. C'est vraiment un espèce de temple symbolique. Et il m'est apparu assez vite en visitant ce lieu que l'abbé Gillard avait crypté ce lieu, avait délivré un message. Alors, ce soir, donc, pour cette émission, j'ai sélectionné quelques images hein, euh, donc, qui sont reprises dans mon livre, mais à travers ces images, on peut raconter un peu l'histoire du lieu. Donc, on est dans les années 40 hein, quand ce recteur arrive à Tréorentuck. C'est un homme dont sa hiérarchie se méfie. C'est parce que voilà, c'est un prêtre qui n'est pas tout à fait dans les rails. Il a des propos qui inquiètent un peu ses supérieurs. Et c'est pour ça qu'il est affecté à Tréorentuck, parce qu'à l'époque, il y a pas de route, il n'y a que des chemins de terre qui mènent à ce petit hameau, hein. C'est vraiment un tout petit hameau. C'est un hameau qui est très pauvre. L'hiver, les routes sont complètement boueuses, donc personne ne s'aventure jusque-là. Et bon, c'est une population plutôt paysanne, donc on se dit en haut lieu que l'abbé Gillard ne fera pas de vagues à Tréorentuck. Et c'est pour ça qu'on l'affecte dans cette église qui, quand il la découvre, est à l'état de quasi-ruine, hein. C'est un petit peu la même histoire, ça rappelle beaucoup l'histoire de l'abbé Saunière à Rennes-le-Château. Et l'abbé Guillard, eh bien, il va trouver des fonds en fait pour rénover cette église. Et il passe beaucoup de temps aussi dans la forêt. On est au cœur de la forêt de Brocéliande, hein, mais il faut bien situer que voilà, on est dans cet environnement-là merveilleux avec ce légendaire arthurien, ce légendaire du Graal qui est omniprésent. Et Gillard est vraiment captivé par ça, en fait. Il est pris de passion pour ce mythe du Graal. Et quand il va restaurer l'église, eh bien, il va la dédier au Graal en quelque sorte. Donc, on va retrouver, comme sur ce vitrail hein, qui représente la scène, hein, donc, on va retrouver le Graal représenté, multi-représenté dans cette église. Donc là, on a un premier exemple avec la scène. Et si on passe sur le vitrail suivant, voilà, là, c'est Arthur avec les chevaliers de la table ronde et l'apparition du Saint Graal. Donc, voilà, on a cette décoration qui, déjà, à la base, est pas très dans les normes, hein, puisque là, on est vraiment sur le mythe arthurien. Alors, même si c'est un mythe qui a été christianisé autour du Graal, qui serait le réceptacle du sang du Christ, hein, comme on voit sur ce vitrail, c'est pas une décoration qu'on a l'habitude de voir dans une église. Et puis, il y a d'autres choses qui vont choquer les paroissiens et puis les curés des environs. On va passer sur les images suivantes. C'est la réinterprétation que Gillard propose du chemin de croix. Donc, dans toutes les églises, hein, il y a un chemin de croix, c'est la passion du Christ, donc de sa condamnation par Ponce Pilate à sa crucifixion et à sa mise au tombeau. Toutes les églises ont un chemin de croix et les prêtres achètent ces chemins de croix sur des catalogues d'art religieux. Aucun ne le fabrique lui-même. Or, c'est ce que va faire Gillard. Il va s'allouer les services de peintre hein, et dont un est un prisonnier de guerre allemand et il va lui commander ce chemin de croix très particulier qui va être fait sur les instructions de l'abbé Gillard.
Et on va voir donc, si on revient sur l'image précédente, on voit là, par exemple, la troisième chute du Christ, et le Christ chute en fait devant la fée Morgane. Donc, cette image de Jésus qui tombe devant cette fée luxuriante et voluptueuse, évidemment, elle va choquer et elle va attirer vraiment la haine des hypocrites sur l'abbé Gilard. Et puis, on peut revenir à l'autre photo. C'est toujours dans l'Église, hein, c'est ça qui est surprenant, c'est qu'il va représenter comme ça plusieurs fées du mythe arthurien, et notamment Viviane, hein, qui ici apparaît d'une façon très sensuelle. Qui est Donc, très sexy. très, Hein oui, avec Une église, cette robe oui. Ah bah ça transparente. va faire des convertis tout Il y a ça, hein, plus, c'est il y a, clair. Hein. il y a plus d'un des paroissiens qui a dû être choqué. Bon, penses-tu? Énormément. Ah non, non, mais les hypocrites ont été choqués et donc C'est ça. ils ont, voilà, et puis j'allais dire, les faux chrétiens ont menacé de mort l'abbé Gillard. Hein. Vraiment, ça a été violent à son égard. Hein. Il a reçu des lettres de menaces. Mais voilà, c'est une décoration qu'on n'a pas l'habitude de voir dans son église. Donc, il y a ça qui surprend chez ce prêtre. Et puis, il y a d'autres éléments sur lesquels on va venir en faisant défiler les images qui sont plus surprenants encore parce que plus ésotériques. Donc, sur un des tableaux du cœur, par exemple, on a ce personnage. Donc dans le livre, hein, j'explique qui c'est parce on peut retrouver qui c'est. Mais ce qui est très surprenant quand on le découvre la première fois, eh ben, c'est qu'on voit que sa chasuble, il y a une autre image où j'ai fait une photo plus rapprochée de ces détails. Sa chasuble est vraiment couverte de symboles. Donc on voit le sceau de Salomon, on voit ces deux serpents, on voit ces signes zodiacaux. Et quand on voit ça, ben, on se demande ce que ça vient faire en fait. Qui est cet homme très mystérieux avec cette chasuble remplie de symboles astrologiques et ésotériques. Et quand on continue à naviguer dans l'Église, on a d'autres choses qui surprennent, comme ces deux lapins donc, qui sont représentés au bas du grand vitrail du cœur de l'Église, derrière le maître-autel, avec ce lapin qui murmure quelque chose à l'autre lapin, qui lui murmure à l'oreille, j'allais dire. Donc, on a là comme l'impression que l'abbé nous dit, il y a un secret qui se murmure dans cette église, il y a quelque chose à entendre si vous écoutez bien, si vous regardez bien, je transmets un secret, puisque là, c'est exactement ça que font ces deux lapins. Il y a la transmission Là, d'un secret qui est représenté. Ce serait pas un arrière-train de lévrier, là? Alors, la composition, effectivement, est un peu bizarre. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose à comprendre de ce point de vue-là aussi. Ouais. Mhm. Et donc, Mais si on compte. Oui, oui, pardon, vas-y. excuse-moi Christian, mais comme l'expliquait Antoine en préambule, comme tu es un spécialiste de Rennes-le-Château, là ça transpire Rennes-le-Château, l'histoire aussi, non? Absolument, Ah, absolument, ça rappelle beaucoup et tu vas voir que dans le déroulé, il y a des choses qui rappellent encore plus le ouais, château parce que là, après, on a l'impression que au c'est une niveau. histoire copier-coller, quoi. Oui, 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 on a l'impression. Et alors, il se trouve que l'abbé Gillard, semble-t-il, serait allé à Rennes-le-Château. Mhm, Il avait été mobilisé pendant la guerre dans l'Aveyron. Et avant de rentrer en Bretagne, il était déjà. Alors, ça, c'est une autre particularité de ce prêtre, c'est qu'il avait une vision positive des cathares, ce qui est plutôt insolite pour quelqu'un qui est rallié à l'Église catholique. Hein. Mais il l'écrit, hein, je l'ai retrouvé dans ses écrits, il dit que les cathares ont possédé le Graal. Donc, mhm. c'est quand même très surprenant. Et donc, quand il a été mobilisé dans l'Aveyron, avant de remonter en Bretagne, il en a profité pour faire un détour dans le pays cathare. Donc, il voulait aller à Montségur. Et à cette occasion, il semblerait qu'il ait visité Rennes-le-Château, qui a pu donc être peut-être une source d'inspiration ensuite pour élaborer son propre message C'est symbolique à travers un texte. cette rénovation de l'église qu'il a fait. Mhm, mhm. Voilà. Alors, et tu vas voir, il y a encore d'autres points communs après en matière de chemin de croix. Donc, si on défile les images, voilà, je voulais montrer quelques autres particularités parce que c'est une église, il faut faire attention à tout. Il faut vraiment faire attention à tout. Quand on passe la porte d'entrée de l'église, il y a ce message, la porte étant dedans. Donc, on peut le prendre d'un point de vue philosophique, mais on peut le prendre aussi comme une clé de déchiffrage et chercher une autre porte dans l'église. Et cette autre porte, la voilà, avec ce linteau. Si on passe vite, on a l'impression que c'est une date, hein, 1618, mais si on regarde, il y a une virgule.
C'est le nombre c'est d'or. 1,618, c'est le nombre d'or. Mhm. Et c'est une des clés du décodage en fait de l'Église parce que l'abbé Gillard, quand il a réagencé l'Église, l'a structuré avec les proportions du nombre d'or. Voilà, donc ça c'est un autre exemple qui montre de façon certaine que ce curé a élaboré un codage dans son Église et qui nous invite à voir l'invisible à travers ce décodage qu'il nous invite à faire. Alors, dernier exemple, et après on va parler un petit peu du chemin de croix. Quand on va du côté des fonts baptismaux, on va trouver deux choses assez étonnantes aussi. Si on peut avancer dans les images, voilà, cette queue de poisson qui renvoie au signe astrologique du poisson. Et de l'autre côté du fond baptismal, il y a une tête de bélier. Donc là, voilà, il y a juste ça. Ce sont des mosaïques qui sont fixées sur le mur de part et d'autre du fond baptismal. Dans le livre, j'explique, hein, voilà, ça a un sens bien particulier, mais pour le comprendre, il faut se pencher sur les écrits de l'abbé Gillard et comprendre le langage symbolique qu'il a élaboré. Voilà, c'est un autre exemple. Là, j'en dis pas plus, mais c'est décodé dans le livre. Et si on avance, on va voir donc les stations du chemin de croix. C'est vraiment un lieu où il faut tout scruter dans le moindre détail. Là, on est devant la première station donc, du chemin de croix. C'est Jésus qui vient d'être condamné par Pilate. Et comme sur toutes les stations de chemin de croix, on voit Pilate qui est en train de se laver les mains. Mais il y a un petit détail dans le fond de l'image qu'il y a sur aucun autre chemin de croix. Si on avance l'image, il y a un gros plan voilà, qui arrive. Il y a un homme qui est caché et qui tient le Graal, la coupe d'émeraude. Ça, c'est tout à fait stupéfiant quand même. Enfin, sur aucun autre chemin de croix, ça n'existe. Et il faut savoir que Gillard était convaincu que le Graal est arrivé en Bretagne. Donc voilà, il y a quelque chose à comprendre. Si on défile, on va retrouver ce Graal sur d'autres stations du chemin de croix. Par exemple ici, donc la déposition du Christ. On voit donc ce personnage âgé, cheveux et barbe grise blanche hein, même, qui recueille le sang du Christ dans le Graal. Et puis si on continue, on va retrouver ce personnage, mais par contre le Graal lui a disparu. On ne le voit plus. Donc on a l'impression que Gillard nous invite à chercher le Graal ou ce qu'on appelle le Graal. Et là où ça devient intéressant, c'est que à Rennes-le-Château, on a dit, les stations de l'église de Rennes-le-Château renvoient à des paysages environnants de Rennes-le-Château. Bon, ça reste de l'interprétation. À Tréorintuc, c'est vraiment du factuel. On va prendre juste deux exemples. Les paysages qui sont représentés sur ces stations, donc qui ont été peintes à la demande de l'abbé Gillard, renvoient à des paysages réels dans le village et autour du village. Je vais donner juste deux exemples hein, pour clôturer cette rapide présentation. Euh, donc, j'attends juste l'image suivante pour la commenter. Voilà, donc là, c'est un exemple. C'est Jésus face aux filles de Jérusalem. Et dans le fond, on a cette représentation d'un manoir qui n'est pas du tout oriental, hein, puisque sur tous les chemins de croix, ça se passe à Jérusalem. Donc, c'est un décor oriental. Là, c'est un décor local que représente l'abbé Gillard. Et ce manoir, on peut s'amuser à le chercher dans la réalité. Et il existe. Alors là, j'en ai mis une photo qui date en fait de l'époque de l'abbé Gillard, hein, voilà tel qu'il était à l'époque de l'abbé Gillard, mais il existe encore aujourd'hui, donc on peut le retrouver aujourd'hui. On peut comparer hein, les croisillons, c'est exactement les mêmes. Donc voilà, il y a ce jeu entre le chemin de croix et les environs du village. Dernier exemple avec une autre station, puisque bon, là, c'est un élément qui est facile à identifier. Il y en a d'autres qu'il faut rechercher dans la nature. Par exemple, sur cette station, donc la troisième chute de Jésus, il y a ces rochers qui constituent le décor. Et ces rochers, on peut aussi s'amuser à les chercher dans la nature. Et on les trouve quand on s'aventure dans le fameux Val sans retour. Eh bien, on va retrouver des rochers dont la forme rappelle hein, assez précisément celle des rochers peints sur la station du chemin de croix. Voilà, donc il y a tout ce codage hein, géographique, il y a plusieurs strates hein, de codage dans l'Église. On a l'impression qu'il y a une strate symbolique où il nous parle du Graal, où il nous parle d'un secret hérétique, hein, puisque le fameux personnage avec tous les symboles, il nous dit quelque chose sur l'hérésie et la résurgence de l'hérésie au Moyen Âge. Il nous parle d'un secret qui revient à ce moment-là et qui va être caché. Et puis, il y a tout ce codage géographique qui nous invite à parcourir les environs. On a vraiment l'impression
que l'abbé a confessé une espèce de découverte qui nous invite à retrouver un secret perdu. Ça fait penser à ce que beaucoup de chercheurs aujourd'hui pensent, c'est qu'en fait l'histoire du Christ se serait déroulée en France. Je ne sais pas si Alors, Christian, tu as déjà entendu parler oui, de cette hypothèse. oui, oui, j'ai entendu parler de cette hypothèse. Alors, bon, moi, j'ai tendance à penser que l'histoire de Jésus s'est bien passée en Orient, hein, en Terre Sainte, mais que par contre, la fin de l'histoire s'est sans doute déroulée en France, et qu'en tout cas, des personnes impliquées de près dans la vie de Jésus ont ramené des éléments très importants sur le sol français, hein. La France joue un rôle fondamental, hein, dans le premier christianisme. Elle a un lien très particulier à cette religion qui, à mon avis, remonte vraiment au tout premier temps du christianisme. Et à cette époque-là, il y a certainement eu des dépôts qui expliquent après les résurgences d'ailleurs cathares, hein, au Moyen Âge, hein. Je pense que le catharisme ne sort pas de rien. Ce qui est intéressant, c'est que le catharisme, on en a surtout l'image méridionale, hein, dans le sud de la France, mais il y a eu aussi des groupes cathares, et j'en parle avec ce dossier-là, en Bretagne, finalement, avec un personnage très étonnant, Éon de l'Étoile, que l'Église a essayé de faire passer pour un fou et un brillant, mais qui, d'après ce qu'on en sait aujourd'hui d'un point de vue historique, était un agnostique, donc un cathare. Écoute, Christian, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que tu as super bien vendu. Ça donne envie. Ça Ah, donne envie. vraiment, ça donne envie, tu vois. Si, voilà, si vraiment vous vous posiez des questions, si... Et là, faut pas hésiter. Honnêtement, si ces autres sujets sont de ce niveau, je pense qu'on va tous se régaler. Vraiment, voilà, super. J'en Bah, profite juste merci. pour dire qu'on avait aussi traité avec Pascal Cazotte du Graal, et puis à un moment donné, effectivement, on en parle. C'est pour ça que ça me parlait. J'étais en train de me dire, mais où est-ce que j'ai lu cette histoire? Et oui, c'est vrai qu'on en avait parlé avec Pascal. Et c'est vrai que c'est une histoire qui est passionnante, cette histoire du Graal. Et je suis très content que tu l'abordes dans ton livre. Voilà. Donc ça se passe sur KissKissBankBank. Vous avez jusqu'à lundi soir pour pouvoir obtenir cette édition de luxe. Après, vous inquiétez pas si vous découvrez cette vidéo après la fin du crowdfunding. Il vous faudra patienter jusqu'au 25 novembre pour pouvoir trouver ce livre dans vos meilleures librairies. Et puis voilà, vous n'en manquerez pas un morceau. Et je sais pas pourquoi, mais moi je mets un billet là direct sur la table. Je sens qu'il va y avoir une France codée 2 ou peut-être une Europe codée, ou peut-être passer sur chaque pays parce qu'il y a de quoi dire. En tout cas, il y a vraiment Absolument. vraiment de quoi faire. Eh bien, écoute, ce que je te propose, Christian, c'est de rester avec nous jusqu'au bout, hein, si tu le Ouais. veux bien. N'hésite pas à intervenir. On va aborder les trois autres sujets insolites. On va revenir sur Elon Musk. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en septembre, on avait parlé de ce fameux Optimus Prime qui devait être présenté à la fin du mois. Donc, Jérôme va nous en parler. Moi, je ferai un petit tour photographique sur un monde qu'on ne connaît pas beaucoup, vous verrez. Et puis, enfin, on finira avec un dernier sujet sur le voyage dans l'espace, et surtout sur ce que William Shatner en a retenu lorsqu'il est passé au-dessus de la planète pour un petit voyage touristique. Jérôme, donc tu voulais revenir sur notre ami Elon Musk? C'est ça, oui, sur le, le projet Tesla Bot, comme tu dis, on en avait parlé. Et justement, cette semaine, Elon Musk a présenté son fameux Optimus, son robot Tesla. Donc, je sais pas si vous en avez entendu parler, Antoine ou Christian, cette semaine. Ça a fait un petit peu le buzz. Non, tu vois, je croyais que c'était Non, fin, non, fin non. septembre. Et Ouais. non, en fait, il a profité de l'AI Day. Donc, c'est-à-dire voilà, c'est un salon sur l'intelligence artificielle qui avait déjà eu lieu en 2021, où il avait fait cette présentation. Bon, alors en 2021, il avait utilisé un acteur, hein, qui s'était immiscé dans un déguisement de robot et qui mimait un robot. Donc bon, les gens avaient peut-être pas forcément pris au sérieux son projet. Mais bon, apparemment, Elon Musk, il a mis le paquet.
puisque bah là, cette semaine, lors de l'AI Day 2022, il a présenté enfin son robot. Donc, comme il l'a appelé Optimus, hein, Optimus Prime, hein. Peut-être voilà un petit clin d'œil au robot dans Transformers, mais je veux en venir justement à ces petits clins d'œil de robots dans des films. Alors moi j'ai vu passer cette info, enfin, cet article sur le site Clubic. Donc comme je vous l'expliquais, en 2021, Elon Musk avait annoncé son programme Tesla Bot avec un danseur en costume de robot. Et donc les choses prennent aujourd'hui une tournure plus sérieuse puisque bah il a présenté enfin son premier prototype cette semaine au AI Day 2022. Ouais, Donc alors là, ce que vous voyez à l'écran, c'est pas Optimus, hein, c'est parce qu'il en a présenté deux, c'est ça, c'est alors Bumblebee celui-là. ouais, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que il avait il y a un an présenté son projet et il avait justement envoyé des images du prototype. Donc je t'ai mis en photo jointe Antoine justement, c'est l'image de ce prototype. Alors là aujourd'hui, il a présenté, on va dire le prototype à poil. C'est-à-dire qu'il n'a pas cette combinaison comme on pouvait voir sur les images du prototype qu'il pensait qu'il souhaite créer en fait, hein. Donc bon là il est un petit peu voilà on voit tous les fils apparents mais bon ça a un petit peu surpris tout le monde parce que bah en effet tu peux envoyer la vidéo Antoine que je t'ai mis en lien et on voit ce robot qui va faire un petit défilé. Donc je vous laisse regarder la présentation d'Elon Musk de cette semaine de son robot Optimus. Donc voilà, Ouais, c'est assez fluide, hein. c'est assez fluide, hein. Il est quand même au point. Il va marcher, il va faire quelques mouvements. Voilà. Donc tout le monde a été relativement surpris parce Alors qu'on c'est assez pense fluide dans les mains, maintenant dans au la façon de se niveau mouvoir, au niveau de ce on dirait. voilà. Mais bon, je dirais que quand même en un Ouais. an, hein, il a quand même bossé sur le prototype. D'ailleurs, c'est ce que il est expliqué dans l'article, hein, il avait annoncé justement en début d'année vouloir accorder une priorité au développement du robot humanoïde Optimus lors d'une mise à jour de la feuille de route des produits Tesla, et ce au détriment de nombreux produits dont le lancement est donc repoussé à 2023. Donc c'est-à-dire qu'il a mis un petit peu toute son équipe, même ceux qui travaillent sur les voitures Tesla, les voitures électriques avec intelligence artificielle et puis pilotage automatique, pour vraiment se bosser à 100% sur ce robot. Donc, alors je pense qu'ils n'ont pas pu présenter le robot dans sa finalité, donc ils ont présenté celui-ci qui est un petit peu dépouillé, on va dire. Alors, Ouais, ce que j'avais vu dans l'autre article sur Paris Match, il disait que l'Optimus, tel qu'on l'avait, nous, présenté dans l'émission du mois de septembre, ils l'ont amené sur un chariot parce qu'il n'avait pas encore à marcher. c'est ça, c'est ça. Je pense qu'ils sont pas Mm. encore au point au niveau C'est du. pas, voilà, ils sont un peu ambitieux sur la rapidité de ce qu'ils veulent faire, mais ce qu'il avait l'air d'expliquer, c'est que l'intelligence artificielle, par contre, elle est Elle est au au point. rendez-vous. Elle est au rendez-vous. Elle est au point. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, apparemment, Elon Musk, lui, souhaiterait commercialiser son robot. Donc, je pense que aujourd'hui, peut-être que l'humanité n'est peut-être pas encore prêt à acquérir un robot comme ça pour des tâches ménagères, parce que c'est ce qu'il explique, hein, le robot qu'il conçoit sera fait pour justement pouvoir réaliser des tâches très simples, porter des objets, les amener d'un point A à un point B, etc., etc. Donc en fait, lui, il se dit bon, c'est pas grave, puisqu'il a affirmé, hein, comment dans une offre d'emploi publiée pour son Motion Planning and Navigation Tesla Bot, euh, en fait, il prévoit d'avoir des milliers de robots humanoïdes, mais dans ses usines. Voilà, donc en fait, Tesla compte justement bosser à 100% sur ce robot et équiper toutes ses usines avec ce robot. Donc, alors c'est là où je voulais en venir. Parce que bah, hein, on en a déjà parlé de nombreuses fois, Antoine, entre l'intelligence artificielle et puis les robots. Alors moi, je voulais justement, si tu peux revenir un petit peu en arrière sur cette vidéo que je t'ai partagée, Antoine, et faire une petite pause à 1 minute 14. Donc déjà dans la toute première version d'Optimus, hein, que nous vous avions présenté avec Antoine, bon déjà il y avait ce petit côté symbole des couleurs noir et blanc. Moi ça me faisait un petit peu vaguement penser aux Stormtroopers dans Star Wars.
Et bon bah là la seconde version qu'il a présentée cette semaine, euh, moi je sais pas si tu as la même réaction que moi, Antoine, par rapport au profil de ce robot. Il te fait pas penser à un robot d'un film très connu, Christian? Ben, écoute, alors, un Cette robot d'un fameuse film. tête en comme ça là, Ouais, moi, Ouais. j'en ai un en tête, mais c'est dans Star Wars, hein. exactement. Les fameux droïdes dans Star Wars, tu sais, les Star Ouais, Wars. alors, si vous me laissez 2 secondes, je vais vous montrer à quoi ça ressemble Bah, je pour t'ai que mis tout le la monde photo, ait. mais on veut bien voir si. Ouais, parce que bon, vous vous doutez bien qu'avec tous les Lego qu'il y a derrière moi, j'en ai quelques-uns sur Star Wars. Donc, je pense. Hop, Plus bas. ah, Ah ouais, ok, mais nous on voit ouais, pas. Ouais, non, parce qu'on a la cam. Ouais, voilà, c'est ce fameux droïde. Je trouve que il y a quand même une petite ressemblance, non? Je sais pas, vous trouvez pas? Ouais, ouais. Et donc, eh bien, suite à la présentation de ce robot cette semaine, ils ont présenté le projet un petit peu plus abouti et donc fini. Et donc la troisième version, qui ne ressemble pas vraiment à la toute première qu'il avait proposée. Bon, alors moi, celle-là elle me fait vraiment penser, je sais pas vous, mais je te l'ai envoyé en photo, Antoine. Tu sais, à ce fameux robot dans le film Le jour où la Terre s'arrêtera avec Ken Reeves. Je sais pas si vous vous rappelez de ce film, hein, où il y a ce robot gigantesque là et Ouais, ouais, ouais. qui se démultiplie en des milliards de petits nanorobots qui vont tout détruire dans une espèce de nuage. Enfin voilà, il y a un petit côté qui me dérange moi avec cette présentation de robot d'Elon Musk parce que bah, je vous le disais, hein, attention quoi, parce qu'il y a de nombreux films avant-gardistes qui ont annoncé à de multiples reprises cette domination de la machine avec une IA sur l'humanité. mais oui, mais t'es mauvaise langue, Je suis Jérôme, mauvaise t'es langue, mauvaise je langue. suis Il le mauvaise langue. dit, Elon, que qu'il va mettre des contrôles pour que Oui, justement on ne reproduise pas un syndrome Terminator, etc. oui, mais bon, alors moi je vous dis voilà, 5 minutes, fermez les yeux, imaginez 5 minutes. Hein, l'armée américaine, elle passe une commande à Elon Musk. Elle lui dit, écoute, moi, nous, ton robot, il nous plaît vraiment. Voilà, fabrique-nous, allez, je sais pas combien, allez, on va partir sur 1000 robots de combat, voilà, fait pour la guerre. Donc, alors Elon Musk, il dit, bah ouais, ok, super contrat de je sais pas combien de millions, peut-être de milliards de dollars. Et donc, il déploie les moyens et crée une usine hein, contrôlée par une IA, avec déjà ses propres robots travailleurs, hein, là, qui nous présentent, pour justement fabriquer des robots guerriers. Et ben là, on a tous les ingrédients du prémisse d'un scénario à la Terminator, tu vois. Je sais pas si vous vous rappelez le Terminator Non, mais Resurrection, c'est même Universal Soldier, ça, il me semble. Universal Soldier aussi, voilà, où on a des usines avec des robots qui fabriquent aussi des robots, voilà. Mm. Parce que l'IA a pris le contrôle, donc attention avec cette IA quand même, parce à force de jouer avec cette intelligence artificielle, à un moment, elle va vraiment être intelligente. Et pourquoi pas prendre le contrôle d'une usine de Tesla et puis nous fabriquer des millions, pourquoi pas des milliards de roboteurs pour exterminer les humains. Voilà. Ouais. Je sais, Ouais. Non, mais je... c'était notre petit coup de gueule contre les IA, comme chaque semaine. L'IA, c'est mal. On vous le rappelle, l'IA, C'est c'est ça, mal, c'est pas bien, c'est pas beau, même c'est caca. si je suis tombé dedans. Voilà. Je vous Voilà. refais l'apologie de ma Bravo, journée. bravo Antoine. Je suis un drogué. Voilà. Ça Maintenant, y est. j'en fais. J'en fais. Alors, donc, si vous n'êtes pas abonné à l'Instagram, hein, Génération Stédor, cliquez sur le lien qui est en dessous. Vraiment, je vous ai présenté ma journée il y a plusieurs émissions. Je m'éclate. Mais c'est créé par une IA et puis c'est pas bien. Voilà. Mais je suis un drogué, quoi. Je suis un junkie. Donc voilà, ça y est, je peux plus m'en C'est passer. trop tard, voilà. C'est trop tard. Non, par contre, il y a encore des vrais artistes, des vrais photographes qui font de réelles photos. Et c'était là-dessus où on voulait faire une belle transition. Il y a un concours organisé par Nikon depuis 1975. C'est le concours des photographies microscopiques. Alors, dans les années 70, c'était encore au microscope optique, et à partir de 2011, Nikon a accepté à ce qu'on puisse intégrer dans ce concours des microscopes électroniques. Et ben, on va retrouver voilà, des photographies, mais juste fantastiques, monumentales, qui ne sont pas créées par IA, qui sont de vraies photos
du réel et du vivant et de ce qui nous entoure. Et moi, je voulais faire voilà, un tout petit sujet très rapide et vous montrer les 15 premiers lauréats de ce concours 2022 parce que je trouve ça extraordinaire d'avoir une autre vision du monde que celle que l'on a avec nos propres yeux et de se dire qu'en réalité, le monde que l'on voit n'est pas forcément le monde réel en définitive, parce qu'il y a un monde dans le monde, dans le monde, dans le monde, etc. Et donc, je trouve que ça apporte beaucoup de philosophie, ce genre de photographie, et puis ça permet de prendre du recul et de se dire qu'il faut essayer de tout regarder avec un œil différent. Voilà, c'est mon petit côté philosophe du soir. Et donc ça, c'est cette photographie-là. Donc c'est le lauréat du concours, hein, c'est Grigory Timin de l'Université de Genève qui a réalisé ce cliché avec, alors je dirais même ces clichés, vous allez comprendre pourquoi, avec le docteur Michel Milinkovic. C'est une main embryonnaire d'un gecko diurne géant de Madagascar qui mesure 3 mm en réalité, le gecko. Donc là, la patte, c'est vous voyez, proportionnellement, elle est encore beaucoup plus petite. Ce qui est d'ailleurs assez difficile hein, quand on fait des photos microscopiques. Quand les sujets sont trop gros, c'est très difficile de faire de la photo microscopique. Et là, en réalité, ce qu'ils ont fait pour avoir ce rendu-là, ils ont fait 250 clichés de chaque partie de cette pâte de gecko et ils les ont assemblés de façon à ce que ça donne ce résultat qui est assez incroyable. Donc, ce qu'on peut voir cette main, c'est eh bien, on voit effectivement tous les nerfs hein, dans une couleur cyan et les os, les tendons, les ligaments, la peau, les cellules sanguines. Et voilà, c'est une image qui est, quoi, je ne sais pas ce que vous en pensez, elle est juste magnifique, euh, de détails, voilà. Alors on va passer sur les autres photographies et vous allez voir, elles sont toutes assez bluffantes. Alors on va pas passer sur les 92, je vais m'arrêter à 15 pour pas non plus faire une émission de 3 heures. Mais vous allez me dire, voilà, s'il y en a que vous préférez par rapport à d'autres. Alors tiens, celle-ci, selon vous, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça a l'air végétal. Hmm. Ouais, je serais parti sur du pollen ou quelque chose comme Ouais. ça aussi, ouais, sur un élément végétal, effectivement, ouais. Ouais. Eh bien non. Ça pourrait avoir un rapport avec la deuxième petite fée que tu nous as présentée tout à l'heure, Christian. C'est un tissu mammaire montrant des cellules D'accord. myopithéliales contractiles enroulées autour d'alvéoles productrices de lait. Ok. Donc, hein, on n'imagine pas. Non, non, absolument pas. Ouais, non, mais c'est comme tu disais, hein, c'est des mondes imbriqués dans des mondes, quoi. Hein. Je trouve que l'image est assez juste, hein, quoi. Hein. Et- et- Tout est question d'échelle, quoi. Mais, Exactement. Alors même si après c'est peut-être recolorisé, etc. Mais hmm, en tout cas la structure de la cellule c'est celle-ci hmm. quand elle est vue au microscope Ouais. électronique. Alors celle-ci c'est un réseau de vaisseaux sanguins dans l'intestin d'une souris adulte qui a remporté donc le troisième prix. Ok. Donc là on reconnaît plus facilement. Mais malgré tout, la photo, artistiquement, elle est extrêmement belle, Ouais. hein. Ouais, oui, et puis on voit toutes les jonctions des pattes, quoi. Ah, alors celle-ci. Je vais vous dire son nom, c'est une myxomycète. Mais c'est quoi qu'une myxomycète? Un champignon? Mais oui, myxo, Mhm. c'est ça. Alors le myxomycète est un champignon qui a la particularité d'être considéré comme un animal car il contient des bactéries et vit en harmonie avec elles. Il est reconnaissable à son aspect gélatineux. Bon, le Ok. spécialisé champignon tirait en manger du myxomycète. Bon, celui-là, il a une couleur bizarre quand même. Et puis il en faut plein pour se remplir le ventre parce Ah que bah, si tu me dis c'est ça. Là, tu vas pas nourrir toute une tribu non. avec celui-là. Alors, celle-ci, elle est assez extraordinaire. Ce sont des particules de carbone non brûlées libérées lorsque la chaîne d'hydrocarbures de la cire de la bougie se décompose. Ah oui, Donc d'accord. là, Donc c'est c'est la la mèche qu'on chandelle, voit, c'est c'est la ça? mèche, c'est ça, ouais. Ouais. Ah, Qui, au moment où elle s'éteint, pouf, ça libère des particules ouais, de carbone. Quoi, moi, je la trouve juste magnifique, quoi. ouais, très joli.
Et ce n'est pas, encore une fois, hein, je répète, ce n'est pas une photo réalisée par IA, par tout ce qu'on vous a présenté le mois dernier. C'est une vraie photographie réalisée au microscope. Soit au microscope, alors là, dans ce cas-là, c'est pas au microscope, c'est à l'appareil photo avec en mode macro, avec un gros mode macro. Bon, celle-ci, des neurones humains. Ouais. Là aussi, c'est surprenant quand on dit que c'est ce genre de connexion qui fait que nous sommes des animaux pensants. Ouais. Là, on est sur des pointes de croissance d'une algue rouge. Bon, pour le coup, on dirait une œuvre d'artiste japonais. Oui, c'est vrai. En train de faire, tout à l'heure, tu parlais de mosaïque. Du pointillisme. Ouais. En fait, on n'invente rien, on s'inspire juste de la nature. C'est ça. Alors, celui-ci est particulier, c'est un mélange de cristaux liquides. Ah ouais. C'est très étonnant, ça dessine presque un visage, en fait. C'est ça qui est carrément. un visage très, très extraterrestre. Hein, mais... Exactement, oui, on voit bien les yeux, le nez, la petite chevelure. Il y avait un petit personnage comme ça dans les années 80, vous vous rappelez, là, qui avait des cheveux comme ça, un peu en l'air. Si je le retrouve, je le mettrai au montage. Ouais. Bon. Allez, une mouche. Ta copine la mouche? Ma copine la mouche, on en a parlé le mois dernier, ça aussi. Une mouche sous le menton d'une cicindelle. Donc la mouche doit être là. Ouais. Ah oui, et la cicindelle doit être au-dessus. Et elle est en train de se faire bouffer les yeux. Tu sais l'expression bouffer les yeux. Oui. C'est juste magnifique, quoi. C'est horrible, mais c'est juste magnifique. Ah, alors, ça. Des chamallows. En cours de grillade. Ouais. Bon, j'ai vu le titre de la photo, donc du coup... oui, le Mossman. Des œufs de papillon. De papillon, c'est ça. Ouais. C'est beau, hein? Ouais, c'est beau. Allez, on arrive au 12e. Alors, autofluorescence d'un polype corallien. Ouais. Ça nous inspire moins, celui-là. Ouais. On ne sait pas pourquoi il est placé en 12. Ah, ça, c'est un os de dinosaure agatisé. Ok, ah ouais. Alors, et c'est grandi x 60, celui-là. D'accord, c'est l'avant-dernier, un myoblaste de souris en culture différencié avec lysosome. Les lysosomes, c'est ce qui est cyan et vert, les noyaux, c'est ce qui est jaune, et l'actine, c'est ce qui est magenta. Donc on est dans là aussi le très très petit, hein, avec un objectif à x40. Et enfin, je voulais terminer sur celle-ci, que je trouvais très jolie, une coupe transversale de crypte épithéliale du côlon humain normal. Donc tout va bien si votre coupe de crypte épithéliale ressemble à ça. Ok. Hein, on dirait des fleurs. Ouais, on dirait des fleurs, mais moi je trouve ça extraordinaire parce que c'est un peu toute la philosophie qu'il faut avoir de la vie. C'est pas parce que quelque chose ressemble à ce qu'on a l'impression de voir que c'est la réalité. À chaque fois qu'on prend un point de vue différent, on a une autre vérité. Et toi, Christian, dans tes quêtes, dans tes recherches de mystère, il n'y a jamais une seule vérité sur le mystère. On peut l'appliquer à ce genre de choses. Oui, absolument. Oui. Je pense que c'est vital, hein, d'avoir cette notion-là de point de vue, en fait, hein, et d'échelle de compréhension, parce que je me défends des gens qui prétendent détenir la vérité. C'est juste une question de regard et de point de vue. Donc, à partir du moment où on a cette philosophie, je pense qu'on est beaucoup moins dans le dogme et dans la non, c'est pas possible que ce soit ça, ou non, c'est moi qui ai raison. Voilà, ça aide à relativiser énormément les choses, quoi. C'est ça. Et ça aide à se remettre en question plus facilement, parce que effectivement, peut-être que dans 10 ans, eh bien, il y a une nouvelle génération de chercheurs qui viendront et puis qui trouveront peut-être
autre chose sur des éléments qu'on pensait pourtant fixes à jamais et qui remettront les choses en question et puis ça amènera de nouvelles recherches. C'est ça aussi qui est intéressant, ça veut dire que c'est tout le temps vivant ces recherches. Oui, oui, absolument. Et puis, ça nous invite à réfléchir aussi sur la limitation de notre regard et de notre perception. C'est pas parce qu'on ne voit pas les choses que ça n'existe pas. Je pense que ça, c'est une leçon aussi de l'infiniment petit. C'est-à-dire que nous, en tant qu'humains, on n'a pas l'œil pour voir ça. Et c'est pas pour autant que ça n'existe pas. Voilà, grâce à des inventions technologiques, on arrive à voir ça. Mais nous-mêmes, on ne le voit pas. Donc là aussi, je pense que c'est important de rappeler ça à l'homme, que c'est pas parce qu'il ne voit pas ou ne perçoit pas les choses qu'elles ne sont pas une réalité. Ouais. Eh bien, tu sais quoi, cette logique que là qu'on vient d'appliquer sur l'infiniment petit, eh bien, on peut aussi l'appliquer sur l'infiniment grand. Et en prenant du recul, par exemple, sur notre planète, en la voyant de haut, ça donne une pensée qui peut être différente, voire même, ça peut-être même, je crois que c'est un nom de maladie. Oui, Quoi de ça maladie? s'appelle l'overview effect. Exactement. Et donc, c'est ce dont tu vas nous parler, Jérôme. C'est ça. Donc, William Shatner, c'est qui, Jérôme? Ah, tout le monde connaît William Eh ben Shatner, oui. hein. C'est Mais pour ceux qui connaissent pas, rappelle-le. c'est le fameux Captain Kirk, le commandant de l'USS Enterprise de la série épique Star Trek. Donc, bah, figurez-vous qu'il y a justement, on parlait de l'infiniment petit et bah, tu as fait cette belle transition, Antoine. Avec bah, maintenant, on va dézoomer, on va prendre du recul avec cet infiniment grand. Et eh bien, il y a William Shatner, donc 91 ans. Ça, il faut savoir qu'il y a un an jour pour jour. Il a réalisé un vol à bord de la capsule New Shepard de Blue Origin, aux côtés d'Audrey Powers, Chris Boshwitzen et Glenn DeVries. Mais voilà, apparemment, cela n'a pas été tout à fait une extase quand on lit ce qu'il a confié au magazine américain Variety ce week-end, justement par rapport à cet anniversaire de son vol. Donc au contraire, un an après cette aventure, l'acteur parle plutôt de la profonde tristesse qui l'a envahi lorsqu'il était aux portes de l'espace durant ce vol de 10 minutes. Il faut savoir à bord de cette navette Blue Origin, hein, ils n'ont fait qu'un vol de 10 minutes dans l'espace, hein, en apesanteur avant de redescendre sur Terre. Mais bon, pendant ces 10 minutes, hein, c'était pas vraiment la joie ni la fête à laquelle il s'attendait, même si à un moment il avait lâché plein de waouh, super. Mais bon, voilà, il a déclaré justement dans ce magazine Variety, entre le froid vicieux de l'espace et la chaleur nourricière de la Terre en dessous, cela m'a rempli d'une tristesse accablante. Chaque jour, nous sommes confrontés à la connaissance de nouvelles destructions de la Terre par nos mains. L'extinction des espèces animales, de la flore et de la faune, des choses qui ont mis 5 milliards d'années à évoluer et que soudain nous ne reverrons plus jamais à cause de l'ingérence de l'humanité. Cela m'a rempli d'effroi, continue-t-il. Mon voyage dans l'espace était censé être une fête, au lieu de cela, elle a ressemblé à un enterrement. Donc des mots durs et poignants de la part d'un homme qui réalisait du haut de son vaisseau balcon combien notre monde est fragile en fait. Donc j'ai eu cet article sur Futura, hein. Alors ce qu'il dit, tout ce que je pensais était faux, tout ce que je m'attendais à voir était faux. Bon, alors là, gros point d'interrogation, hein, est-ce que c'était par rapport à l'image de la Terre, mais bon. Voilà, en fait, comme beaucoup d'autres voyageurs de l'espace avant lui, William Shatner a été pris d'un mal désormais bien connu nommé l'overview effect, ce que l'on peut traduire par effet de surplomb ou effet de vue d'ensemble. Donc le héros de Star Trek n'est pas le premier à exprimer de tels sentiments de mélancolie, voire de déprime au moment de voir la Terre dans son ensemble, à distance ou en surplomb, et de la voir pareille à une bulle bleue très fragile. Une forme de blues pour la planète bleue, si l'on peut dire, qui en même temps qu'un chagrin irrépressible et la peur de perdre ce qui nous est le plus cher, fait prendre conscience soudainement de sa fragilité, sous sa fine membrane atmosphérique, et de l'urgence d'agir. La Terre, alors apparemment c'est ce qu'il explique, hein, apparaît alors comme un oasis vulnérable au milieu de l'immensité de l'espace. Une île, la seule connue, où il est possible de vivre, et partout ailleurs, dans toutes les directions, tout autour de la Terre, l'angoissant et profond vide spatial. Un vide qui n'est pas le néant, mais insondable, et peut saisir d'effroi. Donc au contraire de la Terre, qui dans sa chaleur nourricière est si profondément accueillante et très rassurante. C'est notre berceau et c'est notre maison douillette dont il est impératif de prendre soin si nous ne voulons pas qu'elle se transforme en désert stérile comme Mars. Donc,
que la principale menace actuelle n'est pas les astéroïdes ou les éruptions solaires, c'est nous, disait l'astronaute professionnel Chris Hadfield au Irish Time il y a quelques années. Donc voilà cet effet overview, hein, lorsque on voit la Terre dans son ensemble, eh ben on prend en compte sa fragilité, sa vulnérabilité. Bah moi je me dis qu'on devrait envoyer tous nos dirigeants dans l'espace pendant 10 minutes. Hein, peut-être que ils prendraient peut-être un peu plus en considération la fragilité de notre oasis. Et puis au lieu de se laisser corrompre par l'argent et le pouvoir, prendre à bras le corps la protection de notre belle bulle bleue. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Antoine et Christian. Bah, oui, ça forcément, ça leur ferait pas de mal, voire même à tout le monde, hein, Oui, tous les décideurs. humains, voilà, hein, tous ceux Ouais, qui ouais, polluent sans vergogne notre belle planète, voilà. Bon, c'est ce que j'allais dire, tout le monde, hein, puisque bon, les dirigeants, on a les dirigeants qu'on mérite aussi, quoi, malheureusement. Donc, c'est vrai qu'ils sont pas à la hauteur du tout. Hein, ça, je suis loin de là, loin de là. d'accord avec toi, quoi. Mm, mm. Et voilà, mais c'est vrai que malheureusement, une grosse partie de l'humanité, je crois, malgré tous les discours qu'on tient, enfin moi, je n'y crois plus du tout, hein, à tous ces discours. Il y a une prise de conscience, il n'y a aucune prise de conscience en fait. Non, mais Il y a, il c'est y a, il y a aucun sursaut. C'est juste du vent, enfin du greenwashing. C'est le culte du veau d'or technologique et puis j'allais dire, c'est la société de loisirs et de consommation, hein, ouais. qui est là et qui a triomphé malheureusement. Et donc, la plupart se donnent bonne conscience en répétant comme des mantras, oui, la planète. Mais enfin, je pense que Oui, il y a pas. ce sont des hypocrites pour moi. Ouais, ouais, oui, non, non, je crois que malheureusement, il y a pas de vraie prise de conscience. Hein. Sauver la planète, ça commence par sauver l'escargot du coin et la plante du coin, quoi. Si tout le monde fait ça, Mm, ça mm, mm. fonctionnera. Et malheureusement, on est dans des défilés complètement fictifs et des manifestations complètement fictives. Hein. Les gens vont manifester dans la rue en disant les jeunes pour l'environnement, mais non, enfin, les jeunes sont de gros consommateurs de produits très néfastes à l'environnement. Donc, malheureusement, je crois que la seule façon de protéger la nature, c'est de l'aimer. Et pour l'aimer, il faut la connaître, être en lien avec elle. Et ça, on est dans une société virtuelle et déracinée où la plupart des gens n'ont plus de contact réel avec la Terre, en fait. C'est tout à fait ça. Et tant que ce contact-là ne sera pas rétabli, je crois que les gens ne seront pas armés pour voilà, vraiment protéger, Mm. protéger la planète dans son ensemble. Ouais, et en plus, lorsqu'on écoute la science officielle, hein, qui nous dit que nous sommes la seule planète habitable à des milliards d'années-lumière, voilà, on a gagné au loto, quoi. On a tiré le jackpot, on a une belle planète habitable, et puis bon, on est en train de la bousiller, quoi. Voilà. Ah Et oui, il y en a pas de absolument. rechange, hein. Mm. Non, 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 non. Et non, malheureusement, non. Et puis, ce que je trouve tragique là aussi, c'est toujours le discours pour nos enfants, mais on peut aussi choisir de protéger la nature pour elle-même. C'est-à-dire que Mhm. c'est toujours une écologie très anthropocentrée, quoi, autour de notre bien-être. Alors là, parce qu'il a fait un peu plus chaud cet été, oui, on a pris conscience, mais on n'a pas pris conscience pour protéger la nature. La plupart des gens ont pris conscience parce qu'ils se disent que ça les incommode et que ils ont des répercussions sur leur vie et sur leur confort, c'est tout. Donc, je pense qu'il faudrait sortir de enfin, de ce paradigme-là, quoi. Malheureusement, Mais, je pense nous ne nous en sortirons pas tant que la planète aura exprimé elle-même son mécontentement. De toute manière, tant que t'as pas vu un Mitsumi 7 de tes propres yeux, je pense que tu peux pas dire que t'aimes la nature. Moi, je pense que c'est ça ce qu'il faut retenir de ce soir. Parole, Antoine. En tout cas, Christian, on a été super ravis de t'accueillir sur Miasme TV pour la première fois. Vraiment, c'était un plaisir. L'échange était très sympathique. Voilà, la porte est ouverte. Tu reviens quand tu veux. avec grand plaisir, merci hein, pour l'invitation. C'est nous. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Mimi sur YouTube ou sur Odyssée. Pour ceux qui nous suivent aussi sur Odyssée, on va bientôt dépasser les 1000 abonnés sur Odyssée. On essaiera de faire quelque chose de spécial quand on dépassera les 1000. Voilà. Messieurs, bonne soirée à vous aussi qui êtes derrière l'écran, et puis à la semaine prochaine, passez un bon week-end. Ciao, ciao. Salut Antoine, salut Christian. Salut.